La seule raison aujourd'hui pourquoi toi et moi, Jonathan, on est déçus du modèle, c'est à cause des attentes qu'ils ont créées envers nous depuis 2 ans. Mais dans un contexte d'une utilisation quotidienne de Jonathan, de moi et de plusieurs personnes, il n'y a pas d'amélioration. Et plus souvent qu'autrement, même, il y a une régression. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et aujourd'hui, c'est le procès. C'est le procès de GPT-5. Si vous avez écouté le dernier épisode qu'on a fait ensemble, il y a eu un peu un mauvais timing. Il venait d'y avoir des nouveaux modèles de OpenAI qui avaient été sortis quand on parle d'intelligence artificielle. Si vous nous écoutez sur le podcast, vous le savez qu'on en parle très souvent. On fait le podcast ensemble et on dit, Jonathan et moi, que d'ici quelques semaines, GPT-5 devrait être sorti. Compte du malheur, au moment qu'on sort le podcast, 1 ou 2 journées après l'avoir enregistré, GPT-5 sortait et on avait dit la semaine dernière qu'il y aurait beaucoup de pression sur les épaules de OpenAI avec cette sortie. Et je crois qu'il y a beaucoup de pression et qu'il y en a peut-être encore plus maintenant, une semaine après sa sortie ou environ une semaine après sa sortie. Et pour en parler comme à chaque semaine, Jonathan Léveillé est avec moi. Jonathan, comment a été ta semaine? Comment a été ton appréciation de tout ça? Des gros changements. On a des attentes maintenant qui sont au plafond. Est-ce que ce modèle a répondu à nos attentes? Est-ce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui? Ben, je pense que ça vaut la peine, Antoine. Une semaine extrêmement excitante à tester finalement GPT-5. Moi, j'étais comme un petit enfant dans un plat de bonbons. Quand j'ai vu apparaître le titre GPT-5 dans mon application mobile, j'ai fait « Oh, ça y est, j'étais dans un 5 à 7 avec l'équipe. » Là, je disais « OK, tout le monde, arrêtez tout ce que vous faites, arrêtez vos discussions. » GPT-5 est sorti, puis là, on s'est mis à tester ça et à jouer avec. Donc, je pense que ce serait intéressant qu'aujourd'hui, autant toi et moi, qu'on dépose notre honnête revue de l'utilisation de ChatGPT dans les dernières journées parce que, on va se le dire, OpenAI a été un maître d'œuvre dans le marketing pour dire que ça s'en venait. Puis là, ça fait que les attentes sont extrêmement élevées. La compétition pousse énormément sur OpenAI. Donc, ils sont sur un siège très chaud qui est la première position, ou du moins qu'ils essaient de garder la première position. Et là, avec des attentes élevées, on espère des résultats élevés. Et je pense qu'on pourrait décortiquer ça aujourd'hui de comment toi, dans ton utilisation, tu le vis, tu le vois et à quoi ressemble le résultat versus les attentes. Même chose de mon côté. Je pense qu'on en a long à dire. Moi, je me suis pris beaucoup de notes. Les gains que moi, je vois dans l'utilisation, les pertes aussi et les petits varias qui viennent à travers tout ça et où est-ce que je pense que OpenAI va être obligé de se retourner de côté parce que c'est pas tout rose, honnêtement. Du moins, c'est pas aussi rose que j'aurais aimé que ça soit. Et c'est un peu le même écho avec les gens avec qui je parle. Les gens viennent beaucoup me demander, dire « Hey, puis qu'est-ce que tu en penses? » Et je leur retourne la question, « Mais toi, ça te donne quoi jusqu'à date comme plus-value dans ton quotidien? » Et il y a beaucoup... Ça en dit long, ça. Oui, il y a beaucoup de côtés qui est plus sombre que le côté positif que je pense qu'on pensait avoir accès avec GPT-5 à haut niveau. Moi, c'est ce que je vois. Puis je pense qu'il serait important, c'est peut-être, avant de donner notre appréciation, juste décortiquer qu'est-ce qu'OpenAI tentait de solutionner avec GPT-5. Puis peut-être aussi, parlons de ça, puis je veux juste rajouter un point à ce que tu as mentionné, qui est important. Je ne sais pas si OpenAI ont été des grands joueurs, des grands marketeurs sur leur nouveau modèle, ou si c'est plutôt le marché qui a créé un petit peu des attentes excessivement élevées pour que finalement le modèle soit un modèle qui nous amène proche de l'intelligence artificielle générative, la super intelligence, comme tout le monde en parle. Et je crois que c'est plus ça qui s'est passé. Et je crois qu'ici, ils ont simplement mis des attentes tellement élevées dans le passé que le marché s'attendait à cette bombe. Et là, aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a eu une bombe? Est-ce qu'il y a eu une bombe dans le marché? Et si on décortique pourquoi OpenAI tentait de sortir une nouvelle version de GPT, la première des raisons qu'ils énonçaient, c'est que quand on utilise ChatGPT dans le passé, avant GPT-5, il fallait choisir quel cerveau numérique on voulait avoir qui propulserait. Donc, la version 4O, la version O3, la version O4 Mini Turbo, la version O3 Pro Mode. Et ils ont été très mauvais pour noter les numéros de version, qui fait que tout le monde était mélangé, ou du moins un gros pourcentage des gens qui utilisaient ChatGPT étaient mélangés. Et par défaut, quelqu'un qui est mélangé ne fait rien, donc utilise le modèle qui est proposé par défaut, le cerveau numérique qui est proposé par défaut, et ça fait que le résultat est plus faible en sortie, ou du moins moins fiable. Donc, ce que
OpenAI tentait de faire, c'est de créer un seul modèle, un seul cerveau numérique qui allait lui-même sélectionner en arrière de manière un peu opaque quel cerveau numérique serait impliqué par la suite pour enlever cette complexité-là aux utilisateurs. Et ça, c'est un des gains qu'ils tentaient de faire. Je vais revenir pour vous dire si, selon ma humble avis, ils ont réussi à faire ça. Ensuite, l'autre item qu'ils tentaient de faire, c'est d'augmenter la pertinence en sortie des résultats. Donc, ça a l'air plus intelligent. Et surtout, de diminuer les menteries que parfois l'intelligence artificielle peut faire. Donc, ce qu'on appelle la fameuse hallucination. Donc, pour l'usager, je pense que c'est les gains qu'il tentait d'aller chercher. Donc, de simplifier l'utilisation et de réduire également, dans le fond, les menteries ou les hallucinations qu'il y a au final, puis d'augmenter la fiabilité en sortie des résultats. Est-ce qu'eux, de leur côté, tentaient de limiter les coûts? Moi, je pense honnêtement que oui, aujourd'hui, avec les résultats que ça donne, j'ai l'impression qu'ils ont transitionné plus pour aller favoriser des cerveaux qui prennent moins d'énergie sans qu'on s'en rende compte parce qu'ils étaient peut-être en train d'arriver à une sous-capacité de disponibilité. Ils ne voulaient pas le dire, malgré qu'ils ont sorti quelques tweets pour dire que ça allait être chaotique dans les prochaines semaines. Je pense qu'ils arrivent à la limite de leur infrastructure pour être capables de servir les clients. Et là, ils passent ça sous la licence de GPT-5 pour essayer de camoufler un petit peu cette problématique-là. Maintenant, je ne sais pas si tu veux que je rentre tout de suite dans comment moi je le perçois à droite, Antoine, ou si tu as quelque chose à rajouter avant. Ben, tu es bien lancé. Je pense que donne un peu ton avis. J'essaie de rebondir un peu là-dessus. Je pense que c'est ce que les gens attendent aujourd'hui. Ils veulent notre avis. Ils veulent savoir si ça a été la révélation de l'année ou si finalement ça sera pour une prochaine fois. Excellent. Donc, il y a 2 catégories d'usagers dans ChatGPT. Ceux qui connaissaient quel modèle utiliser ou du moins qui s'étaient imprégnés de comment utiliser des fois O3, des fois Cato et compagnie. Il y a ceux qui n'ont pas creusé dans ce rabbit hole qu'on appelle au final. Tous ceux qui sont des usagers fréquents de ChatGPT ont fini généralement par s'imprégner de choisir quel modèle. Je dirais pas mal tous les usagers avec qui je parle qui savaient quel modèle choisir, O3, O4 et tout le reste, là, j'ai l'impression qu'on a fait un recul. Parce qu'on a moins de capacité à choisir quel résultat ou du moins quel type de résultat qu'on veut avoir. C'est maintenant GPT-5 qui décide à peu près pour nous qu'est-ce qu'il va faire. Et moi, de mon côté, dans beaucoup de cas que je vais faire une demande, je suis déçu du résultat. Et mon premier réflexe que j'avais développé à travers le temps, c'est hey, je vais aller chercher tel modèle, je vais faire la requête et je ne peux plus aller chercher ce modèle-là. Maintenant, je fais un petit bémol. Hier, ils ont réactivé la fonction Legacy Models. Maintenant, de mon côté, dans ma version Pro, j'ai accès à 4O, mais dans les release notes, dans les notes de modification des différentes versions, il semble laisser présager qu'ils vont ramener la sélection des différents modèles comme O3 Pro Mode, O3 régulier et 4O également. Donc, je pense qu'ils sont juste en train de ramener les systèmes dans l'état qu'ils étaient avant parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup trop d'irritation, de beaucoup trop de gens dans leur utilisation. Donc, moi, présentement, je le trouve souvent beaucoup moins pertinent dans son résultat. Je le vois beaucoup moins rapide également pour les types de recherche que je veux faire. Puis je vais y revenir là, parce qu'il y a moyen, il y a des petits trucs maintenant pour aller rechercher une rapidité. Donc, j'attends beaucoup plus souvent devant l'écran. Je suis beaucoup plus déçu du résultat. Il y a un petit 10% du temps qui va me surprendre et qui va me créer un effet wow quand j'utilise le Pro Mode, qui est seulement disponible avec la version à 200 quelques dollars, qui est un petit peu plus fort que ce que je peux percevoir que l'ancien O3 Pro Mode peut faire, mais encore là, c'est discutable. Et GPT-5 était supposé nous poser des questions quand il n'était pas certain et s'arrêter à certaines étapes pour valider avant d'aller plus loin quand c'est une tâche plus complexe. Je n'ai pas vu ça, je n'ai pas perçu ça jusqu'à date et pourtant, je l'utilise là, 10, 15, 20, 30, des fois 30 fois par jour et ce gain-là n'a pas été cherché jusqu'à date. La majorité de mes tâches planifiées que j'avais créées dans ChatGPT ne fonctionnent plus bien. Donc, je suis en train de remodifier mes instructions dans mes tâches planifiées parce que ce qui fonctionnait bien maintenant est déréglé, il ne comprend plus, il n'arrive plus au résultat. Et mon plus grand irritant, Antoine, je ne sais pas si tu l'as vécu de ton côté, là, je me suis fâché solidement, vocalement hier contre le voice mode. Et c'est rare que je perds patience. Et le voice mode avancé, où ce qu'on discute comme si c'était avec un humain, quelques heures avant qu'ils ont lancé le GPT-5, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Et pourtant, ils disent qu'il est encore sur les anciens modèles. Là.
Mais tous mes réglages que je lui avais transmis dans son type de voix, dans comment il devait parler, dans comment il devait interagir avec moi, on aurait dit qu'il a tout effacé de A à Z et je n'arrive pas à lui retransmettre ces instructions-là. Donc là, je me retrouve franchement là, avec un imbécile qui me parle de l'autre côté. Si c'est un humain, là, je le qualifierais d'imbécile, qui ne comprend pas ce que je lui dis, qui me dit oui, oui, je vais faire attention de plus enrober les phrases avec des mots qui veulent rien dire, puis en te répondant, il enrobe ça avec des choses qui font pas de sens. Fait que j'ai l'impression de reculer sur le voice mode que j'utilisais énormément avant, comme si on était 9-12 mois en arrière. Je pense que ça va être temporaire probablement, mais jusqu'à date, dans mon giron à moi, c'est pas un gain qui a été fait avec GPT-5, probablement parce que j'ai été rendu à un niveau que je savais très bien comment utiliser les versions précédentes et choisir quel modèle. Donc, dans mon cas à moi, en tant qu'heavy user, je recule beaucoup sur beaucoup de points. Les 2 points que j'ai eu des gains, puis je ne sais pas si tu les as perçus de ton côté aussi. Un des gros problèmes avec les modèles avant GPT-5, c'était la capacité à créer des fichiers Excel, des fichiers Word et PowerPoint, et surtout à faire de la mise en page là-dedans. Il n'était pas capable. Du moins, quand moi je l'ai essayé, j'ai eu beaucoup de difficultés. Là, j'ai réussi en fin de semaine à demander à GPT-5 Pro de transférer son résultat dans un fichier Word et de faire une belle mise en page. Et ça donne l'impression que c'est un stagiaire qui l'a fait la mise en page, mais on est déjà une bonne marche au-dessus d'avant qui n'était pratiquement pas capable de créer le fichier, ou du moins quand il le faisait, c'était juste un texte qui était vomi dans le Word. Donc ça, moi, j'ai un gain là-dessus au niveau de la capacité à pousser de l'information dans d'autres systèmes et à faire la mise en page. Et j'ai une petite perception que le niveau d'hallucination est plus bas que qu'est-ce que c'était avant. Ça, il y a un gain là-dessus quand j'utilise la version Thinking et la version Pro. Et juste pour situer l'auditoire rapidement, c'est tout ce qui était les modèles qui avaient le chiffre 4, donc 4O au 4, c'est maintenant GPT régulier. Tout ce qui était O3, c'est GPT Thinking. Donc, vous pouvez choisir là, en haut à gauche dans ChatGPT, vous faites ouvrir un petit menu. Donc, O3, toutes les versions d'O3 sont redirigées par GPT Thinking. Et ce qui était O3 Pro Mode est apparemment le GPT Pro 5 Pro qui est disponible dans la grosse version payante à ce moment-là. Donc, on a juste pratiquement renommé un peu les modèles, mais on arrive à un résultat qui est moindre au final, selon ma version d'utilisation jusqu'à date. J'ose espérer que ça va s'améliorer dans les prochaines semaines. Salman Altman l'avait dit sur X, entre autres, que ça allait être très chaotique en laissant présager qu'il manque présentement de puissance de calcul pour livrer le résultat qu'il voudrait. J'espère qu'ils vont monter une marche ou deux parce que sérieusement, on a reculé selon ma perception à moi jusqu'à l'heure actuelle. Et c'est là que je serais intéressé de t'entendre, Antoine, parce que je sais que tu es beaucoup dans Google aussi. Je pense que tu jouais beaucoup avec OpenAI également. Dans tes cas d'utilisation, toi, Antoine, à quoi ça ressemble dans les dernières journées? C'est quoi les gains? C'est quoi les pertes que tu as vues? Je vais essayer de trouver une manière de dire à notre personne qui s'occupe du podcast aujourd'hui de retrouver une phrase que j'avais dit la semaine dernière dans le podcast où est-ce que je mentionnais que les compétiteurs de OpenAI, they smell blood. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai une semaine plus tard. They smell blood. Ça, c'est une expression souvent qu'on utilise en anglais quand on sent qu'il peut y avoir une faiblesse d'un de nos adversaires. Je peux pas croire que OpenAI est autant solide aujourd'hui qu'il était il y a quelques semaines avec autant de talent qui est parti. Et je vais expliquer un petit peu mon point. Pendant tout l'été, littéralement, il y a eu des tweets de temps en temps de Sam Altman et par l'équipe de OpenAI comme quoi qu'il y aurait des nouveaux modèles qui seraient lancés, que GPT-5 arriverait. Finalement, c'était une autre version qui était lancée. C'était peut-être un modèle open source. Finalement, c'est un modèle open weight, je pense, qu'ils ont lancé dans les dernières semaines. Il y a le modèle agent. Donc, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui se déroulait. On était en train de chorégraphier des étapes, des lancements pour essayer de nous donner un petit peu ce qu'on appelle des amuse-gueules avant de nous donner le repas principal. Finalement, quand ils nous ont livré le repas principal, on se rend compte qu'il y avait une raison pourquoi ça a pris autant de temps avant qu'ils nous le livrent. Il n'y avait pas de fumée. Il y a rarement de la fumée sans feu ici. Et je pense que tu as expliqué des points qui sont excessivement intéressants ici. Et je pense également qu'il faut prendre un pas de recul et donner crédit où crédit est dû. La seule raison aujourd'hui pourquoi toi et moi, Jonathan, on est déçus du modèle, c'est à cause des attentes qu'ils ont créées envers nous depuis 2 ans. C'est-à-dire que l'évolution qui s'est déroulée de 3 à 3.5, de 3.5 à 4, où est-ce que là, rapidement,
on se rendait compte qu'on posait une question, puis il était capable de nous donner une réponse excessivement rapidement avec le 4O. On s'est dit, wow! L'évolution en termes de vitesse est sensationnelle. Et là, par la suite, on est passé sur un autre modèle qui, je crois, à ce moment-là, c'était peut-être au 4 mini ou un autre. Et là, il était en train maintenant de réfléchir et il te montrait comment il était en train de réfléchir devant toi. Là, on s'est dit, oh! Et à chaque fois qu'il y avait des lancements, les lancements étaient excessivement fréquents. On se rappelle, à tous les 3-4 mois, il y avait une nouvelle version qui se lançait. À chaque lancement et à chaque nouvelle version, il y avait un genre de aha moment qui se passait, un wow, de dire on s'approche de plus en plus de la super intelligence artificielle, de l'intelligence absolue, etc. Donc, les attentes à travers le temps ont tellement été élevées que quand finalement, tu n'es plus à 4.1, 4.2, 4.5, 0.4, 0.3, mais tu passes à 5, ben là, tu dis, il doit y avoir une grosse amélioration parce que là, on passe de 4 à 5. Je veux dire, l'être humain est fait ici. On va se dire qu'il va se passer une grosse amélioration. Et comme de fait, dans un cas pratique quotidien, puis j'ai fait beaucoup de recherches avant pour essayer de voir où était l'amélioration. Et il y a des améliorations sur certains endroits. Mais dans un contexte d'une utilisation quotidienne de Jonathan, de moi et de plusieurs personnes, il n'y a pas d'amélioration. Et plus souvent qu'autrement, même, il y a une régression. Et ça, c'est clair, net et précis. Donc, un des exemples que je donne, c'est le format 4.5 que moi, j'adorais. J'adorais parce qu'en termes de rédaction, on sentait vraiment une évolution impressionnante en termes de qualité de modèle, c'est-à-dire que tu posais une demande pour faire une rédaction précise, un texte, une publicité, un contenu, un email, à un modèle 0.4 mini i ou 4O versus 4.5, tu avais deux réponses totalement différentes. Et comme de fait, le modèle 4.5 est excessivement énergivore. Je regardais un petit peu ce que ça coûtait à OpenAI de faire tourner ce modèle-là. Tu te rendais compte que oui, effectivement, il y avait des raisons pourquoi ce modèle est en pré-version, parce qu'il consommait énormément d'énergie. À ce modèle-là, en ce moment, on n'y a plus vraiment accès. Et là, ils vont nous dire qu'il est intégré à l'intérieur de Thinking, de 5, de 5O Mode. Bien, le paradoxe, c'est que dans leur explication, et j'ai écouté plusieurs entrevues de Sam Altman qui est allé donner à CNBC, CNN, etc., pour parler du nouveau modèle. Et il parlait du fait que la grosse amélioration maintenant de GPT-5 était le fait qu'il n'y ait plus autant de modèles pour que les gens se mêlent moins. Mais j'ai l'impression que c'est l'inverse un petit peu qui se met en place. C'est l'inverse qui se met en place. La qualité des modèles donnait une perspective totalement spectaculaire, je trouve, à l'utilisateur parce que tu savais à quoi t'attendre selon certains modèles. Après, peut-être qu'ils ont fait un très mauvais travail de nom au niveau des modèles. Je pense que c'était un petit peu difficile des fois de les comprendre. Mais quand tu savais exactement qu'est-ce que tu pouvais retrouver d'un modèle et d'un autre, ben par la suite, tu adorais cette approche-là parce que tu savais que le 4O pouvait te donner une réponse très rapide, mais pas tellement poussée. Le 4.5 te donne une très, très bonne rédaction. Le 0.3 mode était capable de pousser la réflexion beaucoup plus loin, et ainsi de suite. Donc, je pense que l'explication qu'ils donnent, et j'imagine qu'ils ont beaucoup plus de data que toi et moi, où est-ce que la majeure partie des gens ne comprenaient pas trop comment que les modèles fonctionnent? Peut-être que c'est vrai pour une grande partie des gens. Ceci étant dit, maintenant, Sam Altman disait également que les gros cas d'utilisation maintenant proviennent des entreprises. Et je pense que ça va juste s'accentuer à travers les années. C'est-à-dire qu'ils vont davantage passer vers un modèle d'affaires où est-ce que la majeure partie de leurs revenus vont provenir des entreprises comme OpenMind, comme J7 Media, comme les gens qui nous écoutent sur le podcast, qui vont prendre une licence pour leur entreprise et que chacun des utilisateurs à l'interne vont avoir leur propre GPT, ce qui se passe déjà pour beaucoup d'entreprises. Et dans un cas comme ça, souvent, les entreprises vont être un tout petit peu plus sophistiquées dans leur approche que monsieur et madame tout le monde qui veulent utiliser un GPT dans un cas quotidien. Et là, quand tu es un petit peu plus sophistiqué et que tu comprends les modèles, ça fait une grande différence dans ton travail quotidien. Donc, moi, l'exemple que je donne, c'est que la semaine dernière, je donnais un workshop à mes équipes sur je remettais de l'avant la différence que tu étais capable d'aller chercher selon certains modèles dans tes tâches quotidiennes. Une semaine plus tard, boum, ce workshop-là a très mal vieilli, on va dire ça ici. On a le même problème avec la cohorte qu'on a fait, nous, d'éducation. Là. Un des modules, c'était justement éduquer les gens, quel modèle devrait être utilisé pour quelle. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là,
récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 % de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. Au final, et là, du jour au lendemain, tout ce module-là disparaît. Là. C'était une journée complète de 45 minutes qu'on passait avec les gens là-dessus. Là. Donc, même affaire, là, c'est disparu. Merci, bonsoir. Et tu vois, moi, je trouve qu'au final, bon, peut-être que tu as besoin de juste un 15 minutes pour comprendre vraiment l'utilité de chaque modèle, mais du moment que tu les comprends, c'est excessivement clair. Là. C'est très, très clair comment que ça peut fonctionner. Puis comme de fait, on se rend compte que c'est une erreur parce qu'une ou deux journées plus tard, ils ont ramené les anciens modèles et ils vont tranquillement ramener les autres. Donc, ils vont se rendre compte de plusieurs choses comme ça. Je pense aussi, puis ça, c'est un autre point que je voulais mentionner, peut-être qu'on va arriver aussi tranquillement. Et là, j'ai hâte de voir parce que, rappelle-toi, il y a quelques semaines de cela, Jonathan, on faisait le podcast sur Grok 4 qui était sorti, qui battait tout ce qui se déroulait sur le marché, qui était assez exceptionnel, etc., qui était la meilleure intelligence artificielle au monde. Mais Grok 5 est dans les tuyaux en ce moment et devrait sortir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, peut-être même d'ici la fin de l'année. Donc, j'ai hâte de voir ce que les autres compétiteurs vont faire. Mais globalement, je suis en train de me poser une question, peut-être même je te renvoie la question. Est-ce qu'on n'a pas atteint aussi en ce moment un certain plafond qui va rester ainsi pendant quelques temps? Parce que les choses sont allées excessivement vite. Peut-être même que ces modèles-là existaient depuis un bon bout de temps déjà. Ils voulaient juste bien séquencer le lancement pour gérer les attentes des gens. Mais est-ce que là, on n'aurait peut-être pas atteint un plafond qui va rester comme ça pour un certain temps? Parce que tu me posais la question sur la suite Google. J'ai testé Gemini. On utilise un petit peu Gemini. Dans nos cas pratiques quotidiens, on n'a pas le même niveau de qualité. Tu sais, nous, on ne code pas spécifiquement. On n'a pas besoin de trucs excessivement, je dirais, plus complexes. Gemini n'est pas fait pour nous. Dans notre utilisation quotidienne, ça ne fonctionne pas pour le moment. Donc ici, on n'est pas vendu. GPT-5, ben, vous avez ma réponse aujourd'hui. Puis bon, les autres modèles, je les ai testés quelques fois, mais pas autant fréquents. Donc, c'est une question que je pose et peut-être qu'on peut même s'avancer là-dessus. Est-ce qu'on a atteint un certain plafond et est-ce qu'on va rester sur ce plafond pendant un bon bout de temps? Avant d'arriver là, parce que j'ai une belle opinion là-dessus que je pourrais déposer, deux items. Un, il y a un article qui est sorti cette nuit pendant qu'on enregistrait aujourd'hui le 13 août, comme quoi que OpenAI s'engage maintenant à ne plus retirer des modèles sans aviser à l'avance les utilisateurs. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que OpenAI, dans le fond, on est rendu à un stade où il y a tellement de gens qui l'utilisent, il y a tellement de monde qui ont trouvé une méthode de l'utiliser qu'ils ne peuvent plus être cow-boys comme qu'ils pensaient pouvoir l'être, de changer les choses aussi rapidement et aussi agilement, sans vraiment casser des œufs au final. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Il y a trop de monde qui utilise ChatGPT présentement. S'il y a quelque chose de majeur qui change dans l'application, il va falloir qu'il retourne dans des logiques de fonctionnement de mise à jour à la Microsoft et compagnie, qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus long, beaucoup plus prévisible. Une petite bouchée à la fois. On amène des bêta-users sur le système en mode optionnel et là, ils vont... Donc, ça va devenir, je pense, beaucoup moins agile. Ils sont rendus là, OpenAI. Ils sont trop rendus bien implantés dans le quotidien des gens, autant professionnels que personnels, que là, je pense qu'ils viennent de se rendre compte qu'ils ont fait une erreur de bouger aussi rapidement. Et c'est dommage parce que la force d'OpenAI, c'était leur rapidité à shipper des choses. Et ils ont été incroyables dans les 2 dernières années et demie à livrer pratiquement succès par-dessus succès par-dessus succès. C'était certain qu'à un moment donné, ils allaient briser des œufs et tomber dans un abysse. Là, c'est le cas avec ChatGPT-5, en espérant que ça n'enlèvera pas trop de leur agilité à travers tout ça, parce que c'est une des raisons, je pense que c'est la raison principale pourquoi ils sont en avant de tout le monde.
Je ne sais pas si tu as eu la chance de lire l'article d'un des anciens d'OpenAI qui expliquait comment c'était fait à l'intérieur, qu'il n'y avait pas nécessairement de structure. Si tu travailles sur un projet et ça fait du sens, tu demandes 2 ingénieurs de plus puis tu es capable de prouver qu'il y a du potentiel. Le lundi suivant, ils te catapultaient 2 ingénieurs dans ton équipe. Si la semaine d'après, ça faisait du sens, tu en demandais 10 puis que tu pouvais prouver que ce projet-là avait plus de potentiel qu'un autre, ils vont t'en catapulter 10 pour ramener tout l'effort sur ce projet-là. C'est complètement fou. Là. On ne voit pas ça chez les Microsoft de ce monde. Là. Donc peut-être que OpenAI va être obligé de ralentir et il va perdre sa position à cause de, pour cette première fois-là, ils se sont plantés au final, je pense, là, carrément. Mais je serais curieux de savoir, Antoine, toi, de ton côté, concrètement, est-ce que tu as vu des gains? Est-ce que tu as vu des pertes dans des cas précis d'utilisation? Ben, présentement, je pense que c'est que des pertes. Très, très simplement. Après, est-ce que c'est des pertes majeures? Je ne pense pas. Je pense pas que GPT-5 est un mauvais modèle, mais encore une fois, je reviens au point que j'ai mentionné préalablement. Les attentes ont tellement été élevées sur les évolutions de modèles à travers les années qu'on était en droit de s'attendre que si on passe de 4 à 5, l'évolution va être majeure. Ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas d'énormes pertes, mais pour moi, le 4.5 que je ne peux plus utiliser, pour le moment, dans les 3 modèles, et j'ai testé les 3 modèles qu'on a, le 5 normal, le 5 thinking et le 5 mode, je crois, il n'y en a aucun qui est capable de donner une qualité de rédaction que le 4.5 était capable de donner. Donc déjà là, moi, ça m'a créé une frustration parce que j'avais coaché mes équipes à l'interne à bien utiliser ce modèle-là. Je pense qu'il y a un gain en termes de vitesse, définitivement qu'il y a un gain en termes de vitesse, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est un élément tant important parce que la vitesse, c'est pas comme si elle était excessivement lente non plus. Donc, moi, de voir que la machine est en train de réfléchir, qu'elle est en train d'essayer de faire des combinaisons sur quel type de réponse donner, attendre 3 ou 4 secondes de plus ou avoir une réponse de moins bonne qualité. Tu comprends, la balance, pour moi, ne fait pas tellement de sens. Donc, je préfère que la machine prenne un petit peu plus de temps et me donne une meilleure réponse que finalement qu'elle soit capable de me donner une réponse très rapidement qui est peut-être pas autant évoluée et améliorée de ce que j'aimerais. Après, j'ai fait des recherches pour aller voir au niveau factuel qu'est-ce qui mentionne, qu'est-ce qui serait bon et qu'est-ce qui serait moins bon. Et tu vois, si on regarde globalement partout sur ce qui se déroule sur Internet, ce qui dit sur GPT-5, ce qui fâche, c'est que les attentes étaient très, très, très élevées. Puis finalement, la perception de progrès n'est pas autant impressionnante que ce qu'on avait dans le passé. Il y a également le point que tu as mentionné, la consommation. Je pense qu'eux atteignent peut-être des limites en ce moment en termes d'énergie qu'ils sont capables d'intégrer à leur infrastructure pour faire en sorte que les modèles soient capables d'aussi bien travailler. Ça revient un petit peu à des discussions qu'on a vues dans le passé, tous les débats sur l'énergie, pour faire en sorte que ces modèles-là puissent fonctionner. Et dans le positif, de ce que je comprends, je crois que maintenant, l'utilisation pour le code est considérablement meilleure. Je pense qu'ils se faisaient un petit peu manger leur sandwich par Claude depuis un bon bout de temps déjà, qui était à un niveau supérieur vraiment pour tout ce qui était au niveau du code. Moi ici, je n'ai pas pu le tester. Peut-être que tu pourras me donner ton avis là-dessus, mais à ce qui paraît, ça s'est considérablement amélioré. Et effectivement, moins d'hallucinations, mais encore une fois, j'ai vécu des hallucinations. Et si vous regardez un petit peu ce qui se déroule sur les médias sociaux, que ce soit Twitter ou LinkedIn, vous allez voir beaucoup de gens parlent bien entendu d'hallucinations. Et comme tu l'as très, très bien mentionné, je pense qu'ils ont été capables d'améliorer leur structure de coût à l'interne aussi pour faire en sorte que quand les gens utilisent le tout, je pense qu'il y a peut-être moins de consommation de tokens. C'est ce que j'ai été capable de comprendre un peu. Mais pour l'usager, au final, je ne vois pas de gain. Je ne vois pas de gain, mais bon, peut-être allons-nous voir des gains dans les prochaines semaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attendait tous à un gain majeur. Les gains sur papier semblent être là quand on regarde les benchmarks, dans le fond, les rapports d'évaluation pour comparer avec d'autres modèles. Oui, sur certains examens, sur certains tests, il va être beaucoup plus élevé en chiffres versus d'autres modèles d'avant. Mais là, on est rendu à un niveau que je pense que le minimum logique à atteindre sur ces tests-là a déjà été dépassé. Maintenant, c'est dans le quotidien des gens. Là. Est-ce que ça fait vraiment une différence que GPT-5 score 4 points de plus sur le test d'humanité? Là? S'il ne me donne pas le résultat que je veux vraiment, ça ne donne rien. Donc, on est vraiment rendu dans un niveau que je pense que les cerveaux numériques qui propulsent, exemple ChatGPT comme GPT-5, sont à un niveau minimal au-delà de la barre de l'acceptabilité. Les prochaines révolutions, ça va être vraiment comment qu'on attache ces systèmes-là avec d'autres systèmes autour. Comment qu'on donne à un ChatGPT la possibilité d'aller sur des sites avec nos noms d'usagers, nos mots de passe d'une manière sécuritaire et temporaire pour qu'il puisse porter des actions pour nous autres. Comment on va réussir à un ChatGPT de ce monde à lui donner accès de prendre contrôle de l'ordinateur pour faire des tâches dans des logiciels qui sont
juste des automatisations régulières. Je pense que ça va être vraiment ça la prochaine révolution. Si je pourrais définir une attente pour un équivalent de GPT-6, c'est d'être capable d'aller plus loin que juste l'interface chat, mais vraiment d'aller faire des actions concrètes dans le monde réel. Puis ça inclut l'aspect non usagé, mot de passe et compagnie pour certains sites web, et ça l'inclut également prendre action sur un écran d'ordinateur et non dans un navigateur, dans un browser. Si je pense que ça va être vraiment ça la prochaine révolution qui peut arriver. Je pense pas qu'ils vont nommer ça GPT-6 parce que ça va être probablement simplement des outils intégrés dans ChatGPT. Selon moi, la grande vraiment révolution qu'il y a eu dans la dernière année qui aurait pu s'appeler GPT-5, c'est la capacité au cerveau numérique à avoir une chaîne de pensée, un chain of thought, qu'aux 3, aux 4 et aux 3 Pro Mode ont été capables d'amener. C'est vraiment là que, en tout cas, dans l'application réelle et concrète, dans un cadre de business et même dans un cadre personnel, moi, ça a été vraiment ça là, qui a fait un énorme game changer puis qui fait qu'on est capable maintenant de repousser ça dans les entreprises qu'on accompagne chez OpenMind. C'est vraiment cette capacité-là de réflexion qui est pas trop loin de ce qu'un humain est capable de faire et même des fois supérieur à ce qu'un humain est capable de faire. Réflexion, mémoire. C'est assez exceptionnel ce qu'on est capable d'aller chercher avec ça. Bon, que penses-tu maintenant qu'on rentre un petit peu dans un jeu de spéculation? Et qu'est-ce que je veux dire dans un jeu de spéculation? Est-ce que les jours de ChatGPT sont comptés? Et je m'explique. On le dit depuis longtemps. Et moi, je l'ai dit depuis 1 an maintenant, si vous écoutez bien le podcast. Je suis outré positivement de voir à quel point une organisation qui est uniquement en vie grâce à des investissements majeurs à l'externe. Donc, c'est une organisation qu'on le répète pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, OpenAI qui perd des milliards, voire peut-être même des dizaines de milliards de dollars à l'année, qui ne survit que grâce aux investissements externes. Ils ont un business case très simple, aller chercher le maximum de parts de marché possible et tranquillement, à travers le temps, être capable de démontrer un scénario économique profitable. Ce que, à peu près, n'importe quelle grande entreprise technologique a fait à travers les années. C'est un scénario que tout le monde connaît. Les Google l'ont fait, les Facebook l'ont fait, les Airbnb l'ont fait. Et je pense que le plus connu d'entre eux qui le fait de manière assez agressive, c'est Uber. Donc, c'est un modèle que tout le monde connaît. On va chercher le maximum de parts de marché et à travers le temps, on essaie de bâtir un scénario économique qui est profitable. Mais ce qui est différent cette fois-ci, c'est que les Uber, les Airbnb de ce monde et les autres joueurs de la sorte, quand ils s'installaient pour tranquillement prendre des parts de marché, ils ne jouaient pas contre, littéralement, les magnifiques 7. C'est-à-dire qu'ils jouaient dans un carré de sable qui pouvait devenir un petit peu plus gros à travers les années, où est-ce que d'autres compétiteurs s'intègrent, mais plus souvent qu'autrement, ils jouaient contre peut-être d'autres types de startups comme eux, et pas des startups, et pas des entreprises, pardonnez-moi, qui ont des centaines de milliards de dollars de bénéfices nets qui vont être capables de générer chaque année. On se rappelle, les gros joueurs dans l'intelligence artificielle sur les circuits fermés aux États-Unis sont les Google de ce monde, les Meta de ce monde, Microsoft, argumentablement, qui paradoxalement était un investisseur, la Musk Economy, parce que là, je ne sais pas si on peut parler de Tesla, de XAI ou d'un mix d'un paquet de choses là-dedans, mais définitivement que la Musk Economy fait partie de ces différents joueurs-là. Donc, le point que j'essaie de dire ici, c'est qu'à un moment donné, c'était quasiment un miracle qu'il soit toujours numéro 1 face à autant de joueurs qui, autour d'eux, ont les poches pleines et qui, là, tranquillement, viennent voler les acteurs importants de la création de ChatGPT pour les amener dans leur propre organisation. Donc, à se rappeler à l'initiative très agressive que Meta a mis en place récemment et que j'ai lu ce matin que Microsoft est en train de suivre le pas et plusieurs autres joueurs sont en train de suivre le pas. On a vu ce que Google a fait avec l'acquisition du CEO de Windsurf récemment. Donc, ma question est la suivante. Dans un contexte où est-ce qu'ils ont fait, on pourrait le dire, un premier flop, est-ce que si, Jonathan, ChatGPT ou OpenAI, dans son prochain lancement, fait un deuxième flop, est-ce qu'on ne rentrerait pas peut-être dans le début de la fin? Et quand je dis le début de la fin, ça ne veut pas dire que ChatGPT ou OpenAI va s'en aller, mais est-ce qu'on n'arriverait pas à un point de se dire ils sont allés au maximum de ce qu'ils pouvaient faire avec les ressources qu'ils ont? Et là, à partir de maintenant, ben là, je veux dire, n'importe qui peut peut-être venir prendre leur part de marché parce que le gros avantage que OpenAI a en ce moment, c'est qu'ils ont un avantage qu'on appelle en anglais first mover. Ils ont été les premiers à s'attaquer au marché. Ils l'ont fait de manière excessivement intelligente. Ils ont des produits exceptionnels. Ils ont une distribution exceptionnelle. Mais si les modèles
sont moins bons à travers le temps que les autres, n'oubliez pas une chose, les Google, les méthodes de ce monde, ils ont de la distribution aussi. Donc, qu'en dis-tu? Est-ce que c'est le début de la fin si le prochain lancement n'est pas ce qu'on s'attendait? Je pense qu'il y a 2 options là-dedans qui peuvent arriver. La première option, c'est si ChatGPT est capable de bien s'implanter dans le quotidien des gens et s'interconnecter avec un maximum d'outils, il y a un effort grand pour l'usager de partir d'un système puis d'aller dans un autre système. Il faut vraiment qu'il y ait un gain de 10 fois pour que l'usager va tester autre chose, migrer ses choses dans un autre système, puis prendre cet effort-là. Même s'il y a un système de migration efficace, là, juste de penser que ça va peut-être être problématique, ça va être difficile, les gens, c'est une barrière à l'entrée qui est énorme. Et là, OpenAI commence à avoir des millions d'utilisateurs récurrents à chaque journée. Donc, ils sont en train de se bâtir, je pense, un certain network effect potentiel. Et c'est de là que c'est important qu'ils s'interconnectent avec un maximum de choses. Là, ils ont lancé les connecteurs avec Outlook, avec Gmail, avec SharePoint. Donc, je pense que s'ils poussent vers le côté agentique dans un cadre business, ils vont être capables de retenir une certaine quantité de clients au final si les autres poussent à un certain niveau. Maintenant, moi, je comparais ça au phénomène Dropbox, là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Dropbox, c'était un des premiers qui a amené le système facile de pouvoir mettre des données dans le cloud. Ça n'existait pas dans le temps. Après ça, OneDrive de Microsoft est arrivé. Google Drive de Google est arrivé. Et aujourd'hui, Dropbox fait de l'argent. C'est une business qui roule, mais il n'y a personne aujourd'hui qui dit « je vais me créer un compte sur Dropbox ». Il roule sur un lot d'usagers qu'il a acquis à travers le temps, qui ne veut pas se donner la peine de transiger de système. Donc, c'est une compagnie que moi, je pense qui est zombie, mais qui génère des millions, mais qui est zombie et qui génère des millions. Le gros enjeu, vraiment, avec OpenAI, c'est la chose suivante. Puis je vais me référer à un tweet qui a eu une petite guerre qu'il y a eu dans les dernières journées. Tu l'as peut-être vu passer entre Elon Musk et Satya Nadella chez Microsoft. Donc, Elon Musk a dit OpenAI va dévorer tout rond Microsoft. Et Satya a répondu en dedans de 2 heures à Elon Musk directement la chose suivante. Ça fait 50 ans que tout le monde essaie de nous dévorer tout rond et c'est une des choses que j'aime d'être à la tête de Microsoft parce que c'est un jeu qui est plaisant. Et j'ai vraiment hâte que l'on puisse héberger très bientôt Grok 5 sur nos serveurs. Et là, ce que ça veut dire, Grok 5 étant la nouvelle potentielle intelligence artificielle de Elon, ce qu'il est en train de dire, c'est que Microsoft, Google et Amazon ont tous du cloud, ont tous des infrastructures cloud. XAI n'en a pas, OpenAI n'en a pas. Ça veut dire que demain, ces 3-là, Google, Amazon et Microsoft, peuvent utiliser la technique d'Amazon. C'était quoi la technique d'Amazon? C'était de vendre quelque chose à des gens, mais que la majorité du profit vienne de quelque chose d'autre. Donc, Amazon a réussi à avoir des prix si bas et bâtir une infrastructure de livraison de colis énorme, pas à cause de sa business première, à cause qu'ils étaient un des précurseurs du cloud et généraient des quantités phénoménales de profits qui permettaient de financer le reste de la business. Et là, ce qui pourrait être possible, c'est qu'un Microsoft de ce monde décide de rendre gratuit l'utilisation d'une technologie équivalente à OpenAI en finançant le coût de ça par les revenus qu'OpenAI donnerait à Microsoft pour héberger leur technologie et la faire rouler. Ouais. Et là, ça donne Microsoft, Google et Amazon une position, une carte dans leur manche qui est phénoménale, en plus d'avoir des milliards, voire pratiquement des dizaines, même des fois dans des centaines de milliards de dollars disponibles dans leur compte de banque pour déployer une capacité puis venir écraser la compétition. Fait qu'on pourrait fortement se retrouver dans une situation comme on a vu dans les années 90, Netscape et Internet Explorer. Microsoft pourrait écraser absolument n'importe qui et ça pourrait fortement arriver devant nous si OpenAI n'avance pas. Là. Et d'ailleurs, c'est un tweet dont excellent parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de messages subtils, mais ça démontre à quel point que Satya Nadella est toujours capable de se mettre au-dessus de la mêlée. On a été un petit peu critique récemment de Microsoft, toi et moi, dans les podcasts, comme quoi qu'on n'ait pas été tellement impressionnés. Mais rappelez-vous, il y a un an de cela, on avait fait l'éloge dans le podcast de ce que Satya Nadella avait été capable de faire pendant le scandale autour de Sam Altman et de son départ de OpenAI. Peut-être je terminerai là-dessus, Jonathan, en disant un point. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est qu'au début de la partie. Et je pense que les gens qui avaient déjà vu un OpenAI ou un ChatGPT gagner rapidement la partie, on va devoir attendre encore plusieurs années avant de voir qui réellement va être capable de gagner. Parce que là, on le voit, il y a
ils ont frappé leur premier mur. Et très souvent, quand tu travailles avec l'argent des autres, quand tu travailles avec du financement externe, tu n'as pas le même luxe que les gros joueurs pour faire des erreurs. Et ça, c'est clair. Rappelez-vous une chose. Meta s'est permis pendant 2 ans de temps de perdre entre 15 et 30 milliards de dollars en nous vendant le metaverse et en voyant leur action boursière descendre de manière vertigineuse de 2 à 300%. Ils ont eu le CEO a eu la chance de faire cette erreur-là. N'importe quel CEO dans n'importe quelle organisation peut le faire envoyer au moins 5 fois. Mais vu qu'il est fondateur et qu'il a un vote qui contrôle le board au complet, il peut faire à peu près ce qu'il veut, là, Mark Zuckerberg. Et malgré tout, aujourd'hui, l'action, je pense, se transige avec une capitalisation boursière à au-dessus de 2 trilliards de dollars, si je ne me trompe pas. On est à 1,9 trilliard de dollars. C'est pour dire, Meta, il y a 2 ou 3 ans de ça, l'action était rendue à 200 milliards après tous ces investissements dans le metaverse. Mon point est le suivant. Il pouvait faire ça. Il avait l'argent pour faire ça. Il peut se planter maintes et maintes fois et encore être là quelques années plus tard. Google peut faire la même chose. Microsoft peut faire la même chose. Argumentablement, Elon Musk peut faire la même chose. Sam Altman ne pourra pas le faire plusieurs fois. Il peut le faire une fois, il peut le faire 2 fois, il peut le faire 3 fois. Et c'est le jeu dans lequel il joue de s'attaquer aux 5 plus grosses entreprises mondiales. Donc, c'est pour ça mon point de dire, j'ai hâte de voir les prochains lancements, les prochains modèles, parce que si encore une fois, il y a un 2e ou un 3e flop, on va se dire, mais là, finalement, tu sais quoi? Les départs qui se sont déroulés chez OpenAI ont fait plus mal à l'équipe qu'on le pensait. Et là, c'est en train de se matérialiser. C'est pour ça que je dis, c'est le début du jeu. Ça va être très intéressant à suivre. Et dans les 3 grands, là, moi, je parierais définitivement sur Microsoft pour la raison suivante. Amazon, à l'heure actuelle, a l'aspect cloud des milliards et ça fait du sens, mais ils n'ont pas de modèle d'intelligence artificielle encore qui a fait ses preuves ou qui est assez fort. Ils travaillent là-dessus, par contre, mais il n'y a rien de wow. Ils ne sont pas positionnés dans notre tête comme quelqu'un de fort au niveau de l'intelligence artificielle. Google, tout ce qui est en montée de l'intelligence artificielle en format chat est en train de potentiellement cannibaliser leurs revenus. Donc, ils vont être obligés de se réinventer avant qu'un autre le fasse pour eux. Donc, ça diminue leur entrée de cash flow. Et Microsoft est dans la meilleure des positions. Ses revenus principaux ne sont pas mis à risque, même vont être gonflés par l'utilisation des technologies des compétiteurs parce que les compétiteurs s'hébergent sur leur cloud à eux. Leurs revenus d'Office, d'Outlook, de Windows, tout ce qui vient autour des jeux, il n'y a rien qui est mis à risque pratiquement là-dedans. Et ils ont une presque début de mainmise sur OpenAI avec les deals qu'ils ont fait avec eux avant, sont capables de les faire plier et de les faire bouger un peu. Donc, à date, moi, si je regarde tout ça, le meilleur joueur qui risque de jouer une belle game de poker devant nous autres, c'est fort probablement Microsoft. À suivre. C'est pas un jeu de poker, Jonathan, c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs et là, on a uniquement mis notre pion devant puis ça va être intéressant de pouvoir continuer à en parler sur le podcast. Mot de la fin avant que je te laisse filer? C'est complet. Antoine, on pourra peut-être parler dans les prochaines semaines de effectivement les 2 modèles open weight et non open source qui ont été sortis par OpenAI. Je vais vous expliquer peut-être c'est quoi en bon français là, sans que ça soit trop complexe. La nouvelle, elle a été étouffée beaucoup à cause de GPT-5, mais ça, c'est complètement hallucinant pour dans vos entreprises au quotidien. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment changer la game devant nous. C'est l'équivalent d'un stagiaire qui rentre dans votre entreprise, qui est expert avec 200 de QI, qu'on peut prendre puis infuser un petit peu partout dans vos processus si on le fait de la bonne manière. Et là, c'est disponible sans pratiquement que vous n'ayez rien à payer pour l'utiliser, là, ce stagiaire-là. Là. Donc, à suivre. On s'en reparle. On s'en reparle définitivement. Jonathan, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.